Émotion, je le crois, parce que déjà pour nous c'est bouleversant. Alors je pense que pour des personnes d'origine arménienne, ça doit l'être davantage que ce que nous avons vécu. Donc on attend vos questions. Le thème, c'est pourquoi ce silence sur ce qui se passe aujourd'hui en Arménie et sur le génocide aussi qu'il y a eu en Arménie. Je peux le tenir là. Oui. Je pense que ça doit suffire. Je voulais déjà remercier le pasteur Pascal Morin de nous avoir invités, Philippe Kélédian et moi-même. Philippe Kélédian de l'association Mémoire et Culture arménienne et moi, président de l'église évangélique arménienne de Montélimar. Je voulais vous avouer que parmi tous les films que j'ai vus sur le génocide, je me souvenais plus très bien si j'avais déjà vu celui-ci ou pas. Donc il y a 2 jours, je l'ai regardé, je voulais le regarder à nouveau. Et heureusement que je l'ai regardé parce que j'aurais pas pu parler ce soir avec vous, tellement j'étais ému de revoir ce film. Et je comprends la pudeur qu'avaient nos grands-parents quand ils ne parlaient pas justement de cette période. On sait que, en tout cas pour ma part, il me semble que les Arméniens sont très pudiques sur cette histoire-là. Et ils en parlent très peu. Et je trouve que c'est dommage qu'on en parle si peu. Alors c'est le fait peut-être de ne pas être entendu ou je ne sais pas, mais en tout cas nous en tant que communauté chrétienne on est intéressés par tout ce qui se passe dans ces pays où règnent malheureusement des persécutions ou parfois des génocides comme ça a été le cas en Arménie. Vous voulez parler? Oui, je veux bien. Oui, c'est très émouvant. Et ce film est très fidèle à l'histoire. Oui. Évidemment, tout est concentré. À la fin, par exemple, le sauvetage des 4000 Arméniens sur le mont Moïse, Moussadar, c'est mont Moïse, il a duré 40 jours. Ah. Et le bateau français qui est venu, qui naviguait le long des côtes turques n'avait pas reçu comme ordre de mission de sauver les Arméniens. C'est le capitaine du navire qui a pris cette initiative. Parce que ça rentre dans l'histoire complexe de la diplomatie et de la géopolitique, avec tous ses côtés sombres. En tout cas, voilà, on vient de là. Et on a grandi avec ça. Ça paraît un peu... Enfin, c'est pas très poli de dire ça, mais c'est pour dire avec tout ça. Et on le porte en nous, tout le temps. Et que ce soit la première fois qu'on voit ce film, enfin, à chaque fois qu'il y a une émission sur l'Arménie, notamment sur le génocide, et même les émissions hors génocide, ça nous touche parce que, comme disait je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, voilà, notre victoire, c'est d'être vivant. Voilà. C'est pas la peine de se venger parce que notre victoire, c'est d'être vivant. Est-ce que vous voulez avoir quelques éléments d'information complémentaires par rapport à l'histoire? Oui? Tu veux commencer? Ou tu veux que je commence? Il y a une question là. Sabine? Oui. Quels étaient les points pourquoi les Turcs détestaient à la base les Arméniens? Qu'est-ce qui a fait Oui. cette haine? Alors, c'était quelque chose de latent? à la base, non. On a vécu 5-6 siècles. L'Empire ottoman était un empire multi-ethnique, pluriconfessionnel, multiculturel. Mais à partir du début du 19e siècle, il a commencé à se désagréger. C'est d'abord la Grèce les Grecs qui ont pris leur indépendance, et progressivement, les nations habitant l'Empire ottoman ont acquis leur indépendance d'une façon ou d'une autre, avec le soutien des puissances occidentales qui avaient tout intérêt à la disparition de l'Empire ottoman.
Et dans ce contexte-là, et dans ce contexte de guerre, les Turcs, qui petit à petit n'avaient plus d'empire, ont eu dans l'idée de se construire un État. Mais cet État, il allait être purement turc, purement musulman et purement de langue turque. Et donc il fallait éliminer tous ceux qui n'étaient pas comme ça, c'est-à-dire les Arméniens, mais également plusieurs centaines de milliers de Grecs, et puis ce qu'on appelle les Assyriens, c'est-à-dire en fait les chrétiens du nord, les chrétiens de la région, on va dire, non arméniens, non grecs. Donc tout ça, ça s'est installé dans un contexte géopolitique de destruction de l'Empire ottoman. Et donc la Turquie moderne, qui est née en 1923, est fondée sur le génocide, sur la spoliation des biens des Arméniens, la spoliation de leur argent, la disparition des monuments culturels. Enfin, c'est un génocide au sens strict du terme, c'est-à-dire l'intention de détruire tout ou partie d'un peuple pour toute raison que ce soit. Et dans cette destruction, il y a les biens culturels. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe toujours au Karabakh, avec épuration ethnique et destruction de tout ce qui est arménien. Donc, on ne s'est pas toujours mal entendu avec eux. D'ailleurs, eux, avec les Turcs, c'est une chose, l'État ottoman, c'était autre chose. Mais à l'époque, comme vous avez pu voir, avant la guerre, il y avait beaucoup de conseillers arméniens auprès de la Sublime Porte. Beaucoup de bourgeois arméniens qui étaient proches du pouvoir. Bon, en Anatolie, c'était pas forcément la même chose. Hein. Donc, je vais pas monopoliser. Une autre question? Et est-ce que ça s'est produit aussi rapidement, comme presque d'un jour au lendemain, cette décision d'éliminer les Arméniens, ou ça a été plus progressif? Ça a commencé en 1895, il y a eu des premiers pogroms en 1895. Après, il y a eu 200 à 300 000 morts. Oui, avant ça. Oui. En 1915, nous, on commémore la date du 24 avril 1915. C'est là où l'ordre a été donné par Talat Pacha d'éliminer toute l'élite pensante, tous les intellectuels. Et c'est là qu'a commencé véritablement le génocide. Ça a duré à peu près une année à partir de là. Alors, l'essentiel du génocide s'est déroulé entre 1915 et 1916. Et effectivement, 1,5 million d'Arméniens sur 2,5 millions ou 3 millions ont été exterminés. Alors, il y avait 12 millions d'habitants en Anatolie. Donc, les Arméniens représentaient 20 à 25% de la population totale de ce qui est actuellement de l'Anatolie. Et j'ajoute qu'en 1908, il y a eu également 30 000 Arméniens assassinés dans la ville d'Adana, au sud de la Turquie. Alors, la première phase du génocide, c'est 1915-1916. Mais le génocide, en fait, dans son entièreté, s'est poursuivi jusqu'en 1923. Là, on pourrait rentrer dans des détails, mais c'est peut-être pas le lieu. Et ensuite, ceux qui n'avaient pas quitté la Turquie ou l'Empire ottoman auparavant, ont été sommés de quitter la Turquie avec un passeport sans retour possible, un passeport apatride. Donc en fait, il y a eu une épuration ethnique quasi totale. Actuellement, je crois qu'il y a 50 000 Arméniens qui vivent encore, pas forcément avec un nom arménien, à Istanbul. Mais on dit que 2 à 3 millions de Turcs sont d'origine arménienne. Oui. En fait, dans les villages où il y a eu des massacres, il est resté malgré tout des survivants, des rescapés arméniens qui ont été recueillis souvent dans des familles turques et qui ont grandi, qui se sont mariés là-bas et qui ne savaient même pas qu'ils étaient arméniens et qui découvrent récemment leur origine, quoi, disons. Il y a des villages entiers comme ça qui découvrent leur origine arménienne.
Alors, bon, vous avez vu les charniers, les colonnes de gens qu'on amenait dans le désert syrien. En fait, la plupart des hommes jeunes ont été désarmés et tués sur place dans les villages. Et les différentes colonnes qui suivaient des chemins bien précis comportaient surtout des femmes, des vieillards et des enfants. Alors, les enfants, notamment les filles, ont été souvent capturées pour devenir esclaves ou servantes, ou les deux. Et puis, un certain nombre de ces enfants a été secouru par des justes turcs. Et le but final, c'était d'arriver dans le désert de Syrie, vers Deir el-Zor, dont on a beaucoup parlé à l'époque de Daesh. Et donc ceux qui survivaient en route arrivaient là-bas et ils étaient massacrés d'une façon ou d'une autre, quoi. En fait, on est touché de près parce que bon, ça paraît lointain quand on regarde les films, tout ça. On a l'impression que c'est une autre époque, ça ne touche pas vraiment, quoi, disons. Mais en fait, les orphelins, c'était nos grands-parents. Mon grand-père, donc, c'était un de ces rescapés qui a traversé le désert de Deir el-Zor, qui a vu sa famille massacrée pendant le déplacement. Et ils sont arrivés, lui a été recueilli dans une famille kurde. Et après, il est resté quelques années. Et après, il a été recueilli dans les orphelinats, en Syrie, à Alep, enfin, toute cette partie-là. Et c'est après seulement, vers 1923-24, qu'ils sont venus en France avec des contrats de travail. Les trois principaux organisateurs du génocide, on vous en a montré un qui s'appelle Talaat. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Talaat, il discutait avec l'ambassadeur des États-Unis, Morgenthau, qui effectivement a fait beaucoup pour diffuser les exactions commises contre les Arméniens. Et ce Talaat, donc, c'était le premier ministre turc. Enfin, il était turc, il était le premier ministre dans l'Empire ottoman. Bon. Et ce Talaat avait deux complices, je vais dire ça comme ça, le ministre de la guerre Enver et le ministre de la marine Djemal. Ces trois noms-là, on les a dans notre tête parce que c'est les trois principaux massacreurs. Que j'allais dire à ce sujet? Oui, actuellement, à Istanbul, il y a un monument sur la colline de la Liberté avec le tombeau de Talaat. Imaginez que le tombeau d'Hitler soit célébré de cette façon à Berlin. Donc tout ça, c'est pour dire en résumé que la Turquie moderne, elle est fondée vraiment sur le génocide. Et dans les 30 premières années de la Turquie, c'est-à-dire jusqu'en 1960, les principaux dignitaires du régime étaient des gens qui ont participé de près ou de loin au génocide. Et Kemal Pacha, le fondateur, Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, il a dit lui-même, nous avons tous été membres du comité Union et Progrès, c'est-à-dire l'organe d'organisation du génocide. Et aujourd'hui, la situation? Vas-y. La situation aujourd'hui, elle est compliquée. Vous connaissez le problème du Haut-Karabakh qui a été pris avec les 120 000 réfugiés. En fait, toute la population arménienne a fui cette région-là. L'Azerbaïdjan a récupéré une partie, tout, mais des villages vides, et est en train de détruire les villages, de détruire toutes les églises, tous les vestiges, de détruire les cimetières. Enfin, toute trace du passage des Arméniens, ils sont en train de le détruire, quoi, disons, actuellement. Alors, l'histoire du Karabakh,
Karabakh, ça veut dire jardin noir en fait. Oui. Mais bon, nous on l'appelle Artsakh. Et c'est peuplé d'Arméniens depuis 25 siècles. Enfin, c'était peuplé d'Arméniens. Et ce territoire a été donné par Staline à l'Azerbaïdjan en 1923. J'ai pris des notes. Pour des histoires de pétrole et pour complaire à la Turquie. Parce que dans l'idée de Staline, c'était on va faire un front commun anticapitaliste. Bon, donc dans cet objectif-là, il a fait cadeau de cette région à l'Azerbaïdjan. Et pendant toute la période communiste, c'est-à-dire pendant 70 ans, les 95% d'Arméniens, au départ, sont devenus 75%. Il y a eu une politique complète de désarménification de l'Azerbaïdjan. C'est pour ça que lorsqu'Aliyev, qui à la fin de la guerre de 2020 a déclaré « on les a chassés comme des chiens », il a repris des propos qui étaient tenus un siècle avant. Et donc c'est pour ça que Aliyev, quand il disait récemment, enfin il y a un an, « oh mais les Arméniens ils peuvent rester en Azerbaïdjan, ils seront traités exactement comme les autres ». C'est évidemment un mensonge éhonté d'un dictateur cynique. Et comment expliquer le silence aujourd'hui par rapport à que ce soit la France ou d'autres pays? Alors, est-ce que c'est les intérêts qu'il y a par rapport au gaz, par rapport à ce pétrole qu'on achète nous-mêmes? La France, elle essaye d'intervenir quand même. C'est peut-être un des pays qui se mouille un petit peu, disons. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'Azerbaïdjan a pris une grande place, disons, dans l'Empire ottoman, dans le projet de réunification de l'Empire ottoman, un empire turcophone qui veut réunir la Turquie jusqu'à l'Azerbaïdjan, de la mer Caspienne à la mer Noire. Et le seul obstacle au milieu, c'est l'Arménie, quoi, disons. En fait, c'était déjà, finalement, le projet pan-turc jusqu'aux steppes d'Asie centrale. Mais actuellement, disons, l'Azerbaïdjan Aliyev devient l'homme fort un petit peu actuellement, grâce au pétrole, grâce au gaz aussi. Grâce à la guerre en Ukraine, l'URSS ne pouvait plus vendre le gaz à l'Europe. Et par un subterfuge, c'est l'Azerbaïdjan qui achète le gaz à l'URSS et qui le revend 10 fois plus cher à l'Europe. Et pendant ces quelques années, s'est enrichi énormément, a pu acheter des armes à tous les pays. Donc du coup, il s'est allié. Il a acheté des armes à Israël, à la Turquie. Et ça lui a permis de pouvoir mener cette guerre en 1923, qui a duré qu'une journée d'ailleurs. 2023. Oui, pardon, 2023, qui a duré qu'une journée parce que les forces étaient déséquilibrées, quoi dire. Voilà, l'Arménie a dû capituler et laisser le Karabakh à l'Azerbaïdjan et suit ce que vous savez, les 120 000 réfugiés en Arménie. Toutes les pertes humaines. Pardon ? Et toutes les pertes humaines, tous les jeunes. Oui. Alors, oui. Les pertes humaines, c'était 2 ans avant, lorsqu'il y a eu la guerre ce qu'on appelle la guerre des 44 jours. Voilà, il y a eu un premier affrontement et l'armée arménienne a dû capituler au bout de 44 jours parce que là aussi il y avait un déséquilibre militaire. Les Azéris combattaient avec des drones qui envoyaient des gaz qui brûlent. Voilà, donc il y a eu énormément d'Arméniens qui ont été mutilés, qui ont été brûlés. Voilà, ça a été une période assez difficile, quoi, disons. Cette guerre de 2020, c'est une guerre au cours de laquelle il y a eu des crimes de guerre, tels que définis par la Convention de Genève. Les bombes à phosphore, les
les armes à sous-munitions, les tortures sur les civils, pas que sur les soldats, bon, et j'en passe. Alors, à la fin de cette guerre, c'est la Russie qui a signé, qui a sifflé la fin de la partie, entre guillemets, et parmi les clauses pas de l'armistice, enfin de la paix, il y avait que voilà, il y a le projet de faire passer par un couloir, d'ouvrir un couloir au sud de l'Arménie pour permettre à la Turquie, via une province qui s'appelle le Nakhitchevan, qui est également azerbaïdjanais, bon bref, et de rejoindre l'Azerbaïdjan. Et ce couloir, l'Arménie refuse absolument qu'elle soit sous contrôle azerbaïdjanais. L'Iran d'ailleurs aussi le refuse. Mais bon, la Turquie et l'Azerbaïdjan, ils font pression pour que ce couloir soit sous contrôle, soit sous leur contrôle. Mais ça, c'est absolument impossible à accepter parce que c'est la fin de l'Arménie. Donc la situation en Arménie, elle est pas simple. Mais la France, c'est le seul pays du monde, effectivement, qui de fait, mais en action également, vente d'armes, ouverture d'un consulat dans le sud de l'Arménie. Bon, enfin, de facto, il se passe quelque chose entre la France et l'Arménie. Et la semaine dernière, il y a eu une journée d'amitié franco-arménienne entre la région Rhône-Alpes et la région du Siounik, c'est-à-dire cette région sud de l'Arménie, en présence de nombreuses personnalités, d'ambassadeurs. Bon, à cette occasion, je dois reconnaître que le discours de Wauquiez était remarquable au niveau du soutien par rapport à l'Arménie. Bon, donc on est soutenu, quoi. On est moins seul qu'avant tout de même. Et c'est pas évident que maintenant l'Azerbaïdjan se sente autant les mains libres. Enfin, je l'espère. Ouais. Posez des questions, profitez, allez-y. Vous êtes retourné en arménien entre-temps? Oui. Ah ben, l'Arménie, on y voyage régulièrement. En fait, si vous voulez, nous, on est des Arméniens qui comme l'immense majorité des Arméniens de la diaspora, arrivent de Turquie. Voilà. Mais bon, on va librement en Arménie. En fait, l'Arménie actuelle, c'est pas là où il y avait nos grands-parents. Voilà. Quand on va dans l'Arménie actuelle, on va en Arménie ex-soviétique, voilà, où il y avait des Arméniens. Les Arméniens de l'ex-empire soviétique, c'est les Arméniens qui vivaient dans la Russie tsariste depuis 1828. Parce que 1828, c'est la date à laquelle la Russie est descendue, a conquis le Caucase. Donc il y avait des Arméniens là, mais ils sont devenus russes, on va dire. Et ensuite, ce sont eux qui ont habité dans l'Arménie soviétique. Et c'est cette Arménie-là qui actuellement est l'Arménie. Oui. Est-ce que des Turcs vivent en Arménie aujourd'hui? Alors, à ma connaissance, non. Une chose pour remonter un peu en arrière, en 1989, il y a eu une guerre qui a duré 5 ans entre l'Arménie même et l'Azerbaïdjan. Parce qu'à l'époque, en 1988, le Karabakh a demandé son rattachement à l'Arménie, comme la loi soviétique et comme les lois internationales l'autorisaient. Après cette demande, refusée d'ailleurs par Gorbatchev, il y a eu des pogroms anti-arméniens à Bakou. Il y a eu 2 ou 3 000 Arméniens qui ont été massacrés. Il s'en est suivi une guerre qui a duré 5 ans et que l'Arménie a gagnée. Et c'est pour ça que pendant les 30 dernières années, le Karabakh était arménien. Et il n'a plus été depuis la guerre de 2020, puis 2023. Merci. Donc actuellement, je crois pas qu'il y ait un Turc qui vive en Arménie.
Et par contre, il y a des Enfin- Arméniens qui vivent en Turquie encore. Et Oui. il y a beaucoup de Turcs, beaucoup d'historiens, de journalistes et de gens de Turcs actuellement qui risquent leur peau en prononçant le mot génocide. Parce que la loi turque punit la dénonciation de génocide. Parce que les Turcs, ils disent non. L'État turc dit non. C'était dans l'Empire ottoman. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une continuité... il y a une continuité claire et nette entre l'Empire et la Turquie. Il y a une Oui. question là, puis après une autre Quels question. sont les principaux pays d'immigration pour les... Les Les Arméniens. Arméniens, les États-Unis. Alors au départ, quand ils sont partis, il y en a beaucoup qui sont passés par le Moyen-Orient. Et donc beaucoup sont restés au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte aussi. Mais un certain nombre d'entre eux, et même beaucoup d'entre eux, sont partis après vers les États-Unis et vers la France. Aux États-Unis, je crois qu'il y a 1 million d'Américains d'origine arménienne. En France, nous sommes à peu près 500 000. 500 000 de Ian, on va dire. En fait, la diaspora compte 6 ou 7 millions d'Arméniens, Oui, alors qu'en Arménie, actuellement, il y a 2 millions, 3 millions à tout cas. Maximum 3. 2 millions et demi pour être gentil. Allez, d'accord. Oui, il y avait une autre question. Ouais, c'était moi. Sur la montagne, on voit qu'il y a un drapeau avec une croix rouge. Oui. Oui, Oui. Oui. Quel était ce symbole? En fait, c'était pour être sauvé, pour être vu de la mer, juste. c'est un symbole de la Croix-Rouge, Oui, Ok. je crois. Hein. oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de missionnaires américains, enfin, il y a beaucoup de missions Oui, il y a eu beaucoup de missions protestantes. voilà, qui ont sauvé des Oui. orphelins, Oui. qui ont sauvé des Oui. orphelins, qui les ont gardés jusqu'à ce qu'ils puissent, comme l'a dit Daniel, avoir des contrats de travail. À l'époque, la France avait besoin de main-d'œuvre. Et avec le Liban, par exemple, ils avaient des contrats. Et les orphelins qui étaient au Liban sont venus en France pour travailler, notamment dans les usines de soie à Aubenas. C'est pour ça qu'il y a une grosse concentration d'Arméniens dans la région Rhône-Alpes. Alors pour la... Ça va être Oui, allez-y. Non, mais c'était sur un autre sujet, mais on voit qu'il y a un contrôle des informations, de la presse, etc. D'où viennent les principales sources de ce génocide? J'imagine que c'est beaucoup des survivants, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, la Croix-Rouge par exemple? Oui, non, alors les archives historiques en Turquie même attestent de ce fait. Plus les archives internationales, voilà. Il y a les photos, il y a les photos. il y a toutes les missions, justement, Les missions, oui, humanitaires qui étaient les sur ambassades, place. même l'ambassadeur d'Allemagne à l'époque informait l'Allemagne des massacres qui se produisaient. L'Allemagne était un allié de la Turquie et pour la guerre, et également comme instructeur pour l'organisation du génocide. Oui. Donc du coup, les Arméniens qui ont survécu, qui ont fui le génocide, c'était des gens qui étaient traumatisés et en plus exilés. Et donc ça devait être très dur d'avoir un équilibre émotionnel. Et on voit aujourd'hui, la France, en France et dans plein d'autres pays, il y a aussi des migrants qui sont déracinés, et Oui. qui sont traumatisés. Oui. Et on voit comme c'est difficile de se remettre de ces choses-là et que des fois ça se transmet même de génération en génération. Et comment l'Arménie, enfin moi qui ai une grand-mère arménienne, je suis fier de comment les Arméniens ont su s'en remettre et s'intégrer. Et c'est quoi leur secret en fait? Mais le secret, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de retour. Ceux qui sont arrivés là, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas retourner sur leur terre. Et donc là, c'était vital de s'intégrer.
Mais pour la petite histoire, le préfet de Marseille, en 1929, avait écrit une missive au ministère à Paris en leur disant « Monsieur le ministre, je vous informe que bientôt arrivent par des bateaux venant d'Orient des populations porteuses de microbes, lascives, comme sont les Orientaux. » Et il parlait des Arméniens. Comme quoi, hein, c'est pas facile d'arriver quelque part, mais bon, ça a marché, quoi. Merci. De rien. Oui. Il y avait aussi peut-être le fait que, comme ils étaient chrétiens, il y avait aussi la foi et le fait d'arriver dans un pays où quand même il y avait des gens qui étaient chrétiens aussi. Alors, vas-y, Oui. je t'en prie. Alors, c'est vrai que lorsque les Arméniens sont arrivés en France, ils se sont regroupés en communautés. La première des choses qu'ils ont fait, c'est... enfin, je parle de ma famille, puisque bon, c'est ce que je connais le mieux. Ils se sont regroupés, ils ont créé des églises. Avant même d'avoir des maisons, la première des choses qu'ils ont fait, c'est créer des églises, des communautés. Et ils ont pu grandir autour de ça. Il faut dire que la foi a une importance importante chez les Arméniens. Quand on est arménien, on est chrétien aussi. C'est deux choses qui ne sont pas dissociables. Même si on ne pratique pas, je parle de l'Arménie, même si on ne pratique pas la foi, c'est quelque chose de culturel qui est ancré chez nous. L'Arménie est devenue chrétienne en 301. Oui. Le roi d'Arménie. C'est le premier peuple. C'est le premier peuple qui est devenu chrétien. C'est le roi Tiridad qui a déclaré le christianisme comme religion d'État en l'an 301 par le prêtre Krikor Savorić. Krikor Savorić, il a été enfermé 13 ans dans un trou et le roi Tiridad était malade et c'est Krikor Savorić qui a pu le guérir et grâce à ça donc il a reconnu le christianisme comme religion d'État. Et après, en l'an 405, le prêtre Meshrup Mashtots a créé un alphabet qui est l'alphabet arménien actuel pour traduire la langue, pour traduire la Bible en arménien. Et ça a été la première chose qu'ils ont fait, donc de traduire la Bible en arménien. Et c'est la reine des traductions, on dit. La traduction en arménien, la reine des traductions. Et ça a permis également de faire la messe en arménien, du nord au sud du pays. Parce qu'autrefois, enfin avant ça, la messe au nord était en grec et au sud, elle était en syriaque. Et vous avez pu entendre un peu de liturgie arménienne, qui est une liturgie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des historiens, donc c'est pas pour me vanter, mais c'est la liturgie la plus proche de la liturgie originelle de Jérusalem. Et vous avez vu il parle à un moment donné dans le film de Komitas. On le cite plusieurs fois. C'était un musicologue et prêtre arménien qui a vu toute sa famille mourir devant ses yeux. Et bon, il a été exilé à Paris et il est mort dans un hôpital psychiatrique à Paris. Parce qu'il a perdu la tête. Et cet homme a écrit en notes tous les chants traditionnels transmis par voie orale. En fait, sans Komitas, on n'aurait pas actuellement de chants comment on appelle ça, traditionnels, connus et liturgiques. Oui, c'est le plus grand musicien arménien, quoi, disons. Peut-être une dernière question avant de se séparer. Si quelqu'un a une dernière question. Warren. Combien de temps pour la guerre en Arménie, ça dure combien de temps? Pardon? La guerre, combien elle a duré de temps? Lesquelles? Oui, la guerre en Arménie. Celle qu'on voyait dans le film. Voilà.
Ah ben, ça s'est passé par les Turcs, enfin, les Turcs ou les Ottomans, peu importe. Les Turcs ont profité de la guerre de 14-18 pour faire passer ces massacres, d'ailleurs ils le disent bien, comme des déplacements de population pour protéger les Arméniens. Enfin, que des mensonges, quoi, que des mensonges. Il n'y a qu'eux qui y croient. Donc le génocide a duré une première phase 2 ans, puis bon, c'est un peu compliqué, ça a encore duré, par épisode. Je crois qu'il y a une dernière question. Juste savoir, est-ce que auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, vous arrivez à Transmettre. faire passer toute cette culture et la langue encore actuellement? Oui, alors, je vais dire, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est ce que nous ont transmis nos grands-parents. Nos grands-parents, ils nous ont transmis la langue, bien sûr, qu'on essaye de continuer de transmettre, mais malheureusement, de génération en génération, ça se perd un petit peu. Après, il y a la culture, les traditions culinaires, ça reste aussi pas mal. Et il y a l'histoire. L'histoire, on essaye de la transmettre. On continue. Maintenant, c'est plus facile de retrouver des archives avec Internet, avec les films, avec les documents. Nous, ce qu'on a appris, enfin ma génération à moi, de nos grands-parents étaient très pudiques par rapport au génocide. Ils en parlaient peu. Et c'est vraiment, je dirais, quasiment qu'après leur décès, qu'on a compris l'histoire, qu'on a approfondi justement un petit peu tout ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai eu la chance, mon grand-père a écrit son histoire. Bon, je ne l'ai pas encore lu parce que je sais que c'est des parties difficiles. Mais voilà, il y a un patrimoine culturel qui reste et qui est transmis. Il y a quand même Valence aussi, parce que moi, en tant qu'enseignante, je suis allée à Valence. Oui. Alors à Valence, il y a une le CPA. Au musée. Le centre des patrimoines. Il y a le centre arménien qui recueille qui recueille tous les témoignages qu'il peut avoir des rescapés arméniens. Ils font un très très gros travail de ce côté-là. Au niveau mondial aussi, il y a des associations qui recherchent aussi toutes les filiations arméniennes, justement, qu'on puisse remonter sur plusieurs générations. Et au CPA, ce qui moi me fait plaisir, c'est qu'il s'occupe finalement des migrations en général. Et ça, c'est bien. Alors si... Oui, alors une dernière. C'est pas une question, voilà, tout ça nous touche beaucoup. Et puis le fait aussi de connaître chacun des personnes arméniennes, parce que ça serait choquant qu'on puisse se lever, être en silence quelques secondes, je sais pas, une minute peut-être, et puis que les uns et les autres puissent prier ou réfléchir peut-être simplement en silence. Si ça ne dérange pas. Non, c'est pas choquant du tout. On peut le faire. Donc, merci. On peut se lever comme ça et faire un temps de silence, et puis s'il y en a plusieurs qui veulent prier, on peut prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour Daniel et Philippe, pour leur participation, pour nous avoir donné davantage d'enseignements sur ce génocide, sur ces drames que vit ce peuple arménien encore aujourd'hui.
Et nous voulons, par solidarité, penser à eux, nous associer à leur souffrance, à leur malheur, et nous donner de ne pas oublier tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Tu nous dis de transmettre l'histoire afin de nous rappeler combien parfois des peuples chrétiens ou non chrétiens ont souffert ou souffrent à cause de certaines personnes qui veulent justement les exterminer. Et nous te remettons tout ce peuple arménien, et en particulier l'Arménie même, te demandant ta bénédiction sur eux, de les protéger, de les garder et de permettre qu'ils continuent de témoigner malgré les oppressions qu'ils peuvent avoir d'un côté comme de l'autre. Au nom du Christ. Amen. Amen.